Bonjour et bienvenue dans la prépa concours prof de sport, le podcast proposé par le CREPS Bourgogne-Franche-Comté et dédié à la préparation des concours du professorat de sport. Je m'appelle Florent Gobard, je suis formateur, responsable du site de Besançon du CREPS Bourgogne-Franche-Comté et j'interviens depuis plusieurs années dans l'accompagnement des candidats au concours, à l'écrit comme à l'oral. À travers cette série de podcasts, l'objectif est simple. Vous aider à comprendre les attentes du concours, à structurer votre travail et à sécuriser votre préparation avec des apports méthodologiques, des repères institutionnels et des conseils concrets. Chaque épisode aborde une étape clé du parcours du candidat. Bonne écoute et bonne préparation. Épisode 6, la méthodologie de l'écrit de projet. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, à première vue, peut sembler très spécifique, mais qui est en réalité une mine d'or. Une mine d'or de leçons sur la stratégie, sur la communication. On va plonger dans les coulisses d'un concours de la fonction publique française. Celui qui recrute les professeurs de sport. Exactement. Et notre objectif, c'est de comprendre ce qui fait la différence. La vraie différence entre une copie, on va dire, moyenne, et une copie qui décroche le poste. Et pour cette exploration, on a mis la main sur des documents particulièrement éclairants. D'un côté, les rapports de jury officiels, alors ça c'est public, mais c'est souvent très dense, et on y trouve un langage, disons, très direct. Parfois même un peu cinglant, non ? Ah oui, carrément. Cinglant sur les erreurs des candidats. Et de l'autre côté, on a des notes de réunion, de préparation, des notes internes. Et ça nous donne un accès assez rare aux conseils que les formateurs donnent en coulisses. Donc on va pouvoir comparer un peu le diagnostic public du jury avec les remèdes qui sont proposés en privé. La mission, si on résume, c'est de reconstituer un peu la recette du succès, de déchiffrer le code. Et on va le voir, les leçons qu'on va en tirer, ça dépasse très largement le cadre du sport ou de l'administration. C'est une vraie masterclass sur la manière de concevoir, de structurer et au final de vendre un projet stratégique quand la pression est à son comble. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, il faut bien qu'on plante le décor. L'épreuve. On parle d'un écrit de 4 heures. C'est pas un marathon, c'est plutôt un sprint de très haute intensité. C'est ça. Les candidats reçoivent un dossier documentaire et ils doivent construire de A à Z un projet complet. Ils ont le choix entre 3 grands thèmes, le développement d'une pratique, la formation ou l'entraînement de haut niveau. C'est un exercice qui est extrêmement exigeant. Et le premier message vraiment qui ressort de tous les rapports de jury, c'est un avertissement très clair. Lequel ? Cette épreuve n'est pas un test de connaissances techniques sur le sport. Le jury, il n'attend pas un catalogue d'exercices ou un plan d'entraînement super détaillé. Non. Ce qu'ils veulent évaluer, et la formule est dans le rapport, c'est la capacité des candidats à, je cite, raisonner comme des professeurs de sport. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Raisonner comme un prof de sport dans ce contexte précis. C'est pas juste être un bon pédagogue sur le terrain. Cadre de ce concours, un concours de catégorie A, ça signifie penser en architecte, pas en maçon. Le prof de sport est vu comme un cadre supérieur, un coordinateur de projet qui doit avoir une vision stratégique. D'accord. Il ne s'agit pas de savoir comment animer une séance, il s'agit de savoir comment construire une politique sportive sur un territoire ou dans une structure. Le jury, il cherche des stratèges, pas juste des praticiens. D'accord, je vois le niveau d'exigence. Et justement, en lisant ces rapports de jury, on sent une exaspération, une frustration qui revient chaque année. C'est quoi le péché capital ? L'erreur qui les fait bondir ? C'est, sans aucun doute, ce qu'ils appellent les propositions génériques. Générique. Oui. Imaginez un projet si vague qu'il pourrait s'appliquer au développement du curling en Bretagne comme à celui du basket à Marseille. Les candidats se contentent souvent de paraphraser les documents du dossier, de les régurgiter de manière brute, sans y mettre la moindre analyse personnelle. Le projet n'a pas d'âme, en fait. Il est interchangeable. C'est le fameux piège du copier-coller un peu intelligent, où on réorganise les infos sans jamais vraiment se les approprier. Exactement. Mais il y a une autre source de frustration pour le jury, et celle-ci, elle est peut-être plus surprenante. Ça concerne des aspects très fondamentaux. La qualité de la langue. Les rapports sont truffés de remarques sur les lacunes en orthographe, en syntaxe, sur la pauvreté du vocabulaire. Ah oui.
Oui, le jury qualifie ces faiblesses d'inacceptables pour un futur cadre de l'État. Attendez, on parle bien d'un concours pour des professionnels du sport. Est-ce que c'est vraiment si éliminatoire que ça? On pourrait se dire que l'essentiel, c'est la pertinence du projet, pas la maîtrise parfaite du subjonctif. C'est une excellente question et elle est vraiment au cœur de la posture qui est attendue. Pour le jury, la forme et le fond sont indissociables. Un projet stratégique, pour être crédible, il doit être porté par une pensée claire. Et une pensée claire, ça s'exprime dans une langue précise et maîtrisée. Une copie mal écrite, difficile à déchiffrer, ça envoie un signal terrible. Celui d'un esprit confus. Exactement. D'un esprit confus, incapable de structurer ses idées. Comment on peut confier des budgets, des responsabilités à quelqu'un dont on peine à comprendre le raisonnement? La crédibilité du futur cadre, elle est en jeu dès la première faute d'orthographe. Vu comme ça, c'est implacable. La maîtrise de la langue, qui est en fait une preuve de la maîtrise de la pensée. Mais bon, même avec un français parfait, une copie peut complètement passer à côté. Les documents, que ce soit les rapports du jury ou les notes des formateurs, ils semblent tous pointer vers un élément central, une sorte de clé de voûte. Oui. Et c'est le moment de mettre le projecteur sur le mot magique. Celui qui obsède à la fois les évaluateurs et les préparateurs, c'est la problématique. La problématique? C'est le cœur du réacteur. Son absence, ou sa faiblesse, est identifiée année après année comme la cause principale des échecs. Alors, expliquons bien ce que c'est, parce que le mot peut sembler un peu académique. La problématique, c'est pas juste reformuler la question posée dans le sujet. Ah, surtout pas, et c'est l'erreur que beaucoup commettent. La problématique, ce n'est pas le problème au sens général. C'est la question spécifique, argumentée et ciblée que le projet se propose de résoudre, et elle tombe pas du ciel. Elle doit être l'aboutissement logique d'une première étape qui est essentielle, le diagnostic. Le diagnostic. Sans un diagnostic solide du contexte, des forces, des faiblesses, la problématique est forcément bancale. Elle devient une question vague, générale, qui ne mène nulle part. Donnons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Les sources en donnent un d'ailleurs. Sur un sujet de développement qui portait sur la promotion du sport en milieu professionnel, le jury a constaté un carnage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que la plupart des candidats ont sauté cette étape du diagnostic. Ils n'ont pas analysé la situation de départ. Le rapport de jury mentionne explicitement qu'un outil simple comme l'analyse PESTEL, PESTEL. oui, un acronyme pour politique, économique, sociale, technologique, écologique et légale, aurait permis de poser un cadre. Un PESTEL pour un concours de prof de sport. Ça sonne très école de commerce, ça. C'est réaliste de demander ça en 4 heures? C'est une attente forte, c'est vrai, mais c'est ce qui distingue les meilleures copies. Il ne s'agit pas de faire une thèse de 20 pages, mais de montrer qu'on a les réflexes d'un analyste. Pour le sport en entreprise, par exemple, politique, on peut penser aux incitations fiscales. Social, l'impact du télétravail sur la sédentarité, l'isolement. Légal, les obligations de l'employeur en matière de santé. Ah oui, d'accord. En quelques points clés, on passe d'un sujet abstrait à une réalité très concrète, avec des tensions et des opportunités. Et c'est de là que peut naître une vraie problématique. Donc, au lieu d'une question un peu plate comme « Comment développer le sport en entreprise ?», un bon candidat aurait pu formuler quelque chose comme « Face à la généralisation du télétravail, qui fragilise le lien social et accentue les risques liés à la sédentarité, comment faire de l'activité physique un levier stratégique pour renforcer la cohésion ?» Et ainsi de suite. C'est exactement ça. La deuxième proposition, elle y précise, elle identifie des causes, des objectifs, elle donne une direction. La première, c'est un océan de possibilités. Et ce que vous venez de faire, c'est ce que l'un des formateurs, un certain Florent, martèle dans ses notes de préparation. Son conseil est radical. Ah oui. Il dit « Ne commencez pas à rédiger votre plan détaillé tant que la problématique n'est pas gravée dans le marbre. » C'est le gouvernail du projet, en fait. Sans lui, le navire part dans tous les sens. D'accord, donc on a un diagnostic solide qui mène à une problématique claire. Ça, c'est la fondation. Mais après, il faut construire la maison. Et c'est là qu'une autre critique du jury intervient, celle des projets trop descriptifs. Il parle de liste de courses. C'est la deuxième étape où tout peut s'effondrer. Une fois la problématique posée, le jury attend de voir se dérouler une chaîne logique d'une rigueur absolue. C'est presque mathématique. C'est-à-dire? Le diagnostic justifie la problématique. La problématique, elle, permet de définir des objectifs stratégiques. Et ces objectifs, ils doivent être SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Et c'est seulement de ces objectifs précis que découlent les actions concrètes. Et c'est là que les candidats se perdent, qu'ils mélangent tout.
C'est une confusion très fréquente, oui, qui est relevée dans les notes de formation. Un candidat va lister des actions, organiser un tournoi, faire des affiches, créer une page intranet, mais sans jamais expliquer à quel objectif stratégique supérieur chaque action répond. Ça donne une impression de dispersion, d'activisme un peu brouillon. D'accord. Chaque action doit être la réponse à la question « Comment est-ce que j'atteins l'objectif que je me suis fixé ?» Chaque maillon de la chaîne doit être justifié. Le jury veut comprendre le pourquoi de chaque choix. Ah, je crois que je vois. Le jury veut pas seulement savoir quoi faire, mais pourquoi on le fait et comment cette action précise, elle contribue à résoudre la problématique de départ. Précisément. Et cette exigence de justification, elle s'étend à tous les aspects pratiques du projet. Les sources sont pleines d'exemples. Les budgets, par exemple. Quand ils sont présents, ils sont souvent balancés sans aucune explication. Budget, 10 000 euros. Oui, mais d'où sort ce chiffre? Bah voilà, d'où sort ce chiffre? À quoi il sera alloué? C'est un signe de superficialité. Même chose pour les calendriers de mise en œuvre, les rétro-plannings, que le jury juge souvent irréalistes, beaucoup trop courts. Ça montre que le candidat n'a aucune idée des délais administratifs ou logistiques réels. Et pour la dernière étape, l'évaluation, c'est souvent le parent pauvre des projets, ça, non? C'est le coup de grâce. La plupart des copies se contentent d'une phrase bateau. Une évaluation sera réalisée à la fin du projet. Pour le jury, ça ne veut rien dire. L'évaluation, elle doit être pensée dès le début. Quels sont les indicateurs de succès? Comment va-t-on les mesurer? On ne peut pas évaluer l'atteinte d'un objectif si cet objectif n'a pas été défini de manière mesurable au départ. On en revient toujours à la rigueur de la chaîne logique. Toujours cette chaîne. Il y a d'ailleurs une citation d'un autre formateur, Rémi, qui est un peu crue, mais qui résume parfaitement l'esprit. On aime bien les citations qui ont du caractère. Dans ses notes, il est écrit « Rappelez-vous toujours, tout objectif flou conduit obligatoirement à une connerie ». C'est direct. C'est direct, mais c'est exactement ce que le jury pense. Une action qui ne sert pas à un objectif clair, c'est un gaspillage de temps et d'argent public. Et dans la fonction publique, ça, c'est impardonnable. La formule est mémorable, en tout cas. Donc, on a cette exigence de rigueur intellectuelle, de logique, implacable. Mais il y a une autre dimension qui semble tout aussi importante dans les documents, quelque chose de plus incarné. Les rapports insistent beaucoup sur la nécessité pour les candidats d'incarner leur posture. Qu'est-ce que ça signifie, au-delà du jargon? C'est la touche finale. C'est ce qui fait passer une copie de bonne et technique à excellente et convaincante. Incarner sa posture, c'est démontrer qu'on a compris le rôle pour lequel on postule. Avec ses responsabilités, ses leviers d'action, son environnement. Ici, le candidat ne doit pas se comporter comme un simple entraîneur de club ou un technicien spécialiste de sa discipline. Non. Non, il doit agir en tant que cadre de l'État, coordinateur de projet. Et concrètement, ça se traduit comment, dans une copie AMI? Ça se traduit par la capacité à se situer dans l'écosystème institutionnel français. Un bon candidat, il dit pas « je vais tout faire tout seul ». Il montre qu'il connaît les acteurs, les services de l'État comme les DRAGES, les SDJS, le mouvement sportif avec les fédérations et bien sûr les collectivités. Le chef d'orchestre. C'est ça. Son rôle est celui d'un chef d'orchestre. Il doit identifier les bons partenaires, comprendre leurs compétences et proposer des synergies. Il ne dit pas « je vais créer une nouvelle structure », il dit « je vais mobiliser les acteurs existants autour d'un projet commun ». C'est une preuve de maturité professionnelle, ça, et de connaissance du terrain. Et il y a ce conseil qui semble être un détail, mais qui est en fait très révélateur. Les formateurs recommandent d'utiliser le pronom « je » plutôt que le « on ». Pourquoi c'est si important? Parce que ça change tout en termes d'engagement. Le « on », c'est impersonnel, c'est fuyant. On pourrait faire ceci, c'est une suggestion vague. Le « je », au contraire, c'est une prise de position. Je propose cette stratégie, je ferai appel à tel partenaire pour cette raison précise. On assume. Le candidat endosse la responsabilité de ses choix. Il les assume et il les défend. Ça démontre du leadership. Au lieu de dire « on pourrait organiser des ateliers », une bonne copie dirait « je mettrai en place des ateliers ciblés car mon diagnostic a révélé un besoin spécifique auprès de cette population ». Le « je » est toujours suivi d'une justification. C'est l'affirmation d'une vision personnelle et stratégique. Ça me fait penser à un autre point que le jury valorise énormément et qui est lié à ça. L'utilisation de l'expérience personnelle. C'est le dernier ingrédient. Le rapport du jury est formel. Les meilleures copies sont celles qui s'ancrent dans une réalité professionnelle vécue. Mais attention, il y a un piège.
Lequel? Il ne s'agit pas de raconter sa vie ou de plaquer une expérience passée de manière artificielle, non. Il s'agit d'utiliser ses connaissances de terrain, son vécu, pour enrichir et justifier ses propositions. Un candidat qui a déjà été confronté à des difficultés pour monter un projet, il saura proposer un budget plus réaliste ou un calendrier plus prudent. Son expérience, elle ne sert pas d'argument d'autorité, mais de source de lucidité, de pertinence. C'est ça, incarner sa posture. C'est ça. Mobiliser tout ce que l'on est, sa pensée logique, sa connaissance de l'écosystème et son expérience, au service d'un projet. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ça, quelle est la grande leçon qu'on peut en tirer? Parce qu'au fond, peu de gens passeront ce concours spécifique. La grande leçon, c'est qu'on a ici le plan universel pour transformer n'importe quelle idée en un projet stratégique crédible. Que ce soit pour convaincre sa direction, chercher un financement ou lancer sa propre activité, les principes sont transposables absolument partout. Résumons ces principes. Si on devait distiller la recette ultime du succès, ce serait quoi? Ce serait une recette en 3 temps. D'abord, la fondation. Un diagnostic précis qui donne naissance à une problématique vraiment ciselée qui servira de fil rouge à tout le reste. C'est la direction, le pourquoi. D'accord. Ensuite, la structure. Une chaîne logique implacable. Chaque objectif découle de la problématique, chaque action d'un objectif, et chaque moyen est justifié. Ça, c'est la rigueur, c'est le comment. Et enfin, l'incarnation. La capacité à endosser un rôle, à prendre des décisions assumées en mobilisant son intelligence de la situation et son expérience. C'est la crédibilité, le qui. C'est limpide. Et pour finir, il y a un détail qui a attiré mon attention dans les notes de formation. Un détail très IA moderne. L'un des formateurs mentionne l'usage de l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, pour aider les candidats dans leur préparation, notamment pour faire de la veille ou structurer des idées. Oui. Et ça ouvre une réflexion fascinante qui va bien au-delà de ce concours. Dans un futur très très proche, une IA sera capable de générer un plan de projet parfaitement structuré, avec une problématique, des objectifs SMART, des actions logiques. Et même de rédiger le tout dans un français impeccable. Exactement. Ce qui nous amène à une question vertigineuse pour l'avenir de l'art. Si la machine peut produire une copie techniquement parfaite, comment un professionnel humain pourra-t-il encore démontrer sa valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fera la différence? C'est la question à 1 million. Peut-être que la différence, elle se jouera plus sur la structure, qui deviendra un prérequis accessible à tous via l'IA, mais sur ce que la machine ne peut pas faire. L'expérience de terrain authentique, l'intuition qui est née de dizaines de situations vécues, la finesse politique pour naviguer dans un environnement complexe, la capacité à adapter le plan en temps réel face à un imprévu. La part d'humain? C'est peut-être ça. C'est peut-être cette part d'humanité, cette expertise incarnée dont on parlait, qui deviendra le véritable critère de distinction. C'est une question ouverte, mais qui nous oblige déjà à repenser ce que ça signifie être un expert.